كما داخل صغير هكا تري بيان هذا اللي efficace. إفيكاس يعطيك الصحة هكا خير تري بيان هكذا باش ما يهربليش. نديرو هذا كاش يشعل هذا؟ هذا برك ما يشعل ما والو هذا وين الو ما هوش شاهد. هذا ديريكتومون مع زوم كيديروا هكذا ما يوصلش. دوكا ما يسمعوا كي يسهروا وين الو بون وكاش يسمعوني عندهم كاش عندهم نادر كونيكتيتو كونيكتيتو une démonstration sur place فوالا هذا لازم تقرب له ساعتين ساعة واحد. تنسى واحد من هذه ماشي موقف انا هكذا. هذا تاكسي ماشي موقف نهضر معك بدون نصال. هذه تتصل هذا. normalement c'est des tables, parce que c'est vraiment pédagogie, c'est pédagogie des backups. كونيكتي هذا الاستاذ اهدر بك هذا السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم سلام. ما اسمع نرجع لونسين فورمولا واه نرجع لونسين فورمولا. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قولي ما عندوش تليفون. ما عندوش تليفون كيفاش؟ كونيكسيون كونيكسيون قولي ما عندوش تليفون. كونيكسيون شوف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام نرجع لونسين فورمولا خذ شا واش يسمعوا عندهم ديزاباري ولا واش؟ الزوم بعد كيما هكا بقى كان يسمعوا فيك نورمال هذا اللي هنايا واش يسمعوا؟ الو الو ولا نبدا ولا نبدا. الو سمعتي في الزوم دوك تسمع مليحة يسمعوا الأستاذ هذا خير عم يسمعوا أنا واجي شنو هيا خلاص تخبر على هذا ولا على الناس كامل؟ نحكي على الناس كامل وهذا اللي هنا عم يسمع دوك هذا ليش يسمع؟ دوك هذا نشدو هذا في يدك. اهدر خليه هنا. أنا كنت بالك تهضر بهذا خير باش يسمعوك ولا حد يسمعوك لازم انت تهضر على الناس شكون بيبليك هذا اللي هنا ولا اللي بغا؟ بيبليك اللي في الولاية وهادو هم يسمعوك لا دوك هذا واش ندير نحكمو في يدي هذا ما كان ولا احكم بديكتور وهذا معالم يمكن يبغى الناس كتبوا لي كومونتير اللي قاعدين يسمعوا كذا لا هي دري لو لكن اسميها بشوية نبداو. نبداو ولا مثلا؟ C'est bon. Est-ce que نبداو ولا مازال؟ Alors, comment كيفاش تسجلوا لي بروجي دانفستيسمون
وكيفاش يتقدموا للمسيرين. اوكي. هكذا. Inscription des projets et mise à disposition des gestionnaires. Comment ça se passe? Alors, tous les projets d'investissement, alors, les projets d'investissement retenus lors des discussions budgétaires sont obligatoirement repris dans le document qui se RPP, rapport sur le priorité de la planification. Un document c'est tout simplement le budget du ministère de la Santé, qui s'appelle RPP du ministère de la Santé. OK? Donc, il est intégré là-dedans. OK? Donc, une fois que les projets sont arrêtés, ils sont inscrits dans le rapport sur la priorité, et à la fin de l'année, qui de la loi de finances, il faut jouer les décrets de répartition. OK? Les décrets de répartition, ils disent quoi? Ils disent, voici le budget affecté au ministère par programme et par sous-programme. OK? Et vous pouvez les voir au journal officiel. À côté, peut-être début janvier, voici les sommes accordées à chaque ministère, par programme et sous-programme. OK? Une fois que ces décrets de répartition sont jour, le ministère des Finances est autorisé à notifier des décisions d'inscription des opérations d'investissement retenues dans le rapport sur la priorité. OK? Alors, pourquoi on inscrit ces opérations? Parce que vous allez tout mal. Une fois que, et en fait, bien avant, mais disons, pour des raisons de chronologie législative, quand le titre de la loi, on répartit les crédits. Et en fait, on le fait avant. Mais supposons que le déroulement se fait la loi d'abord, le décret de répartition, ensuite la répartition des crédits au niveau de chaque ministère. C'est ce qu'on appelle un document de programmation initiale des crédits. C'est tout simplement le fascicule budgétaire du ministère. OK? Donc, on a chaque responsable de programme un de son fascicule budgétaire, qu'on appelle actuellement DPIC, document de programmation initiale des crédits. وثيقة الأصلية لتوزيع الوسمو الاعتمادات. OK? واش فيها الداخل؟ فيها tout ce qui consent هو à accorder aux structures du ministère et aux établissements. OK? Donc, il arrête un chiffre pour un établissement. Vous êtes un établissement هنا سي واسمو l'établissement هذا l'INF l'INFSP de Skikda, voici la somme qui lui a été retenue. Et voici l'investissement, les opérations d'investissement qui lui sont inscrites. Okay? Donc, intégration des opérations dans le DPIC. Alors, actuellement, le DPIC le document HADA, il doit retracer les opérations une par une. Donc, il y a un truc global. Une par une. Alors, opération d'investissement relative à l'acquisition d'un scanner, opération d'acquisition relative à la construction d'une annexe, etc. Donc, une par une. Okay? On le met tout ça au niveau du titre 3. Alors, maintenant, quels sont les actes budgétaires qu'on prend suite à une opération d'investissement? Okay? Donc, il y a un circulaire du 6 mars 2023 qui identifie ce que les actes de gestion relatifs à l'investissement qui sont effectués par le ministère des Finances et par les services ordonnateurs. Alors, pour le ministère des Finances, vous avez une décision d'inscription d'une opération nouvelle. OK? Les décisions de réévaluation, les décisions de rattachement des crédits de paiement, les décisions de restructuration et de modification sans incidence financière, intitulées localisation et concession physique. OK? Les décisions de transfert d'un ordonnateur à un autre. Les décisions d'annulation. OK? Alors, le ministère des Finances donne un code à chaque opération. Il a 7 chiffres. Donc, il y a 7 chiffres. Donc, les 7 chiffres, vous avez l'année, le ministère et le numéro d'ordre.
OK? Donc, chaque opération reçoit une information. Les services ordonnateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent un numéro analytique relatif à l'opération avec pour la distinguer à leur niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils donnent comme information? Ah, le numéro analytique. Vous devez mettre. Alors, on a donné un exemple. 1, 0, 24, 0, 90, 0, 1, 2018, 0, 0, 0, 1, 23, 0, 1. Alors, c'est quoi tout ça? C'est tout simplement. Allez, c'est monsieur le DPSB qui donne, qui donne ces chiffres. Hein. Parce que le ministère lui a délégué ces opérations. Le ministère s'en occupe de le DPSB, puisque c'est une opération d'investissement inscrite au niveau d'une wilaya. On lui a attribué ces données-là pour donner ce numéro. OK? Alors, un numéro fixe qui répond les chiffres qu'a donné le ministère des Finances, 23,0. Vous avez des chiffres faits par le ministère des Finances, vous devez les reprendre et vous en ajoutez tout simplement la wilaya, par exemple AG, et le numéro 12 séquentiel. C'est l'opération numéro 12. Ensuite, vous donnez un numéro analytique. Alors, numéro analytique, que je fais? Et le type de programme. Programme spécial, programme normal, etc. Donc, là, c'est un programme normal, 1. Le 1, c'est la nature du financement. C'est un budget d'État, budget de wilaya ou un financement extérieur. Donc, vous devez mentionner ça. Le nom du programme. Comme toute la loi dit que toute dépense passe par un programme, y compris la vôtre. Toute dépense actuellement en Algérie passe par un programme, puisque le programme est limité d'exécution du budget. OK? Donc, vous indiquez cette opération vous a été confiée par le responsable du programme soins et prévention. OK? Donc, vous indiquez. Maintenant, sur le numéro du programme, c'est le numéro 90. OK? Maintenant, comme c'est distingué en sous-programme, il faut donner le numéro du sous-programme. C'est le numéro 1 du programme 90. 2018, c'est le numéro de l'action, parce que le budget budgétaire se divise en programme, sous-programme, action. OK? Et puis le 1, c'est le volet d'Adar. OK? C'est un numéro qui accompagne chaque fois la décision. Et même quand vous imputez une dépense, ces chiffres-là doivent apparaître pour bien distinguer, blesser bien, et sont versés au titre de cette opération. On fait ça pour des opérations, on fait ça parce qu'on doit informatiser le processus métier. Donc, le système reconnaît tout de suite quelle est l'opération qui est concernée. Atteindre les consommations de crédit au titre de l'opération plein, directement, oui, je peux trouver l'information. Hein. Voilà, c'est-à-dire sur une base de problème. OK? Alors, moi, je fais la décision d'inscription. Il y a l'intitulé de l'opération, les caractéristiques de chaque opération, le code programme, le montant des crédits alloués à toute opération. En AE et en CP. Alors, les AE et CP, oui. Non, c'est l'opération d'investissement. Hein. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir... on va voir ça. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a une suite. Oui. On va voir ça. OK? Alors, la décision d'inscription, voici les caractéristiques Tawaha. Donc, c'est tout un éventail d'informations sur l'opération. Donc, nom, montant des crédits, localisation,
consistance physique, mode de financement et tout autre paramètre lié à l'opération. OK? Alors, juste pour vous reprendre un peu la définition de ce que j'avais mentionné tout à l'heure, un, voici l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, un type de programme, c'est un programme spécial ou normal, nature du financement, budget général de l'État, est-ce que c'est un CAS, un compte d'affectation spéciale, ou un financement externe? Le ministère concerné, c'est le ministère des Travaux publics. Parce qu'actuellement, chaque ministère a un numéro qui avec la loi de finances. Il y a un ordre. 1, 2, 3, 4. Donc, on a repris tout simplement cet ordre pour dire le numéro des finances, le numéro réservé au ministère des Finances, c'est le numéro 7. OK? Même s'il met Rocha au 5e position, mais c'est toujours le numéro 7. On ne va pas changer à chaque fois. OK? Donc, les travaux publics, c'est 24. Le ministère de la Santé, la maladie, un numéro de travaux, mais il doit avoir un numéro comme tout le monde. OK? Un sous-programme. OK? Le ministère de la Santé a repris les mêmes intitulés des programmes, il les a intitulés sous-programmes. Alors, il y a un programme qui s'appelle formation, il y a un sous-programme qui s'appelle formation. Il a repris les mêmes intitulés. OK? Maintenant, c'est, par exemple, développement des infrastructures. L'action, c'est la 18e action déconcentrée ou centrale. Donc, il faut biffer l'information inutile. C'est déconcentré ou en central. Alors, l'action, c'est tout simplement la subdivision opérationnelle qui vous permet d'exécuter le budget. Il faut créer une action. Donc, vous avez le programme, il sert à identifier les montants, le sous-programme également. C'est au niveau de l'action qu'il y a ordonnancement, engagement et liquidation des dépenses. Au niveau de l'action. Alors, sous-action, la cache, c'est 0. Territoire, c'est là où il y a d'adra. Année d'utilisation, année 2023. Et l'ordre séquentiel, c'est la première opération de l'année, tout simplement. OK? Alors, la décision d'individualisation est effectuée par le gestionnaire de l'opération. OK? Quand il reçoit une décision de subvention, qui est transmise par monsieur le RFF. Monsieur le RFF, c'est l'ordonnateur du ministère. C'est celui qui est en relation avec la trésor. Et c'est lui qui ordonne les dépenses au niveau central. Hein. Au niveau central, c'est lui. OK? Donc, le responsable de programme, il va décider d'envoyer une subvention à l'établissement X. Il passe par monsieur le RFF. Parce que c'est le seul habilité à exécuter la dépense. C'est lui l'ordonnateur. Okay? Donc, la décision reprend. L'origine du financement. Est-ce que c'est l'État, la wilaya ou la commune? Ou un autofinancement? OK? Le code programme, on a déjà vu. L'année de financement et le numéro d'ordre de l'opération et la référence de la décision d'attribution de la subvention. Et c'est là qu'on a un exemple 0 E59 2401 125 MJS. C'est l'exemple du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'année 2024, c'est le numéro 5. Alors, A, E, c'est l'État. Donc, c'est un financement de l'État, du budget général. 59, c'est le code programme du ministère de la Jeunesse. C'est le numéro 59. L'année de financement, c'est l'année 2024. Et numéro 2 de l'opération pré-notifiée. Alors, la référence de la décision d'attribution, c'est 125 MGS 2024. Ou 5 sur le numéro d'ordre. Donc, voici à peu près la codification pour les opérations d'individualisation au niveau du gestionnaire d'établissement. OK? C'est ma vie. Ah. C'est l'année d'attribution. Bien sûr.
C'est toujours l'année d'attribution qui doit être référencée. Hein. Sinon, vous allez mettre quoi? Bien, j'ai reçu cette subvention en 2024. C'est le budget 2024. Ah, il est écrit référence de décision d'attribution. On est bien en 2024. Hadouma. Pourquoi c'est l'année de référencement? Parce qu'actuellement, vous avez 2 ans pour, si vous avez reçu une décision d'inscription, vous avez 2 ans pour la mettre en œuvre. Sinon, elle est annulée. Vous ne pouvez pas la garder éternellement. Et puis, comme c'est comme si le principe de l'annualité en termes de crédit de paiement. Les autorisations d'engagement sont valables sur plusieurs années. Pour une opération d'investissement, vous recevez 2 milliards de dinars pour l'opération qui peut se dérouler en 5 ans. Mais vous n'avez pas 2 milliards de dinars pour 5 ans. Chaque année, il va falloir négocier des crédits de paiement annuels. Donc, chaque année, vous devez monter au budget pour dire, ah, j'ai besoin, sur le 1 milliard de l'opération, le 2 milliards d'opération, j'ai besoin de 500 millions de crédits. Vous dites le crédit, si vous ne le consommez pas, et alors, donc il faut l'année prochaine renégocier un nouveau montant. Donc, les CP sont négociés chaque année. OK? Oui. On va voir qu'on passe par un conseil d'administration et que toute modification doit passer par ce conseil. Maintenant, est-ce que toutes les modifications passent par un conseil d'administration? Je ne sais pas. Parce qu'il se réunit peut-être, c'est vrai, il va se réunir tout le temps. Peut-être qu'il faut lui limiter 4 ou 5 réunions par an et puis tout le reste relève du monsieur le directeur général, simplement. Bon, je ne sais pas. OK? Alors, la réévaluation. Alors, une demande de réévaluation doit au moins être équivalente à 10%. Hein? OK? Pardon. Si le taux d'avancement d'opération n'a pas dépassé 10%, vous ne faites pas une demande de réévaluation. Bien que ça existe une demande de réévaluation avec l'opération, mais elle date. On a entendu une demande de réévaluation. Voilà. Parce que beaucoup de temps s'est écoulé, l'étude, les prix ont changé. Donc, déjà, en commencement, la cagnotte est insuffisante. L'enveloppe magnifique. Donc, on demande une réévaluation. Donc, on a décidé tout simplement, comme il faut au moins 10% d'exécution pour introduire une demande de réévaluation. Aïda? Alors, si les demandes de réévaluation sont supérieures à 15% du montant initial de l'opération, il faut augmenter, il faut une approbation par le gouvernement. Okay? Donc, le dossier est porté au plus haut niveau. Okay? Et la décision de réévaluation doit être sanctionnée par une décision de réévaluation. Alors, établie par le MDF et notifiée au ministère sectoriel. Okay? Et qui précise éventuellement parce qu'on ne traite pas une opération, on traite plusieurs. Donc, chaque fois, on mentionne toutes les opérations qui bénéficient d'une réévaluation. Okay? Les restructurations qui kiffent.
Alors, vous n'avez pas de changer normalement le droit le titre de l'intitulé. Hein, parce que l'opération a été étudiée, etc., pour telle opération. Vous n'allez pas le changer de nom. D'accord? D'autant plus, d'autant plus que vous avez peut-être présenté ce qu'on appelle un. Vous avez déjà présenté à Obama un Cosmo, une adjudication. Hein, vous avez lancé un appel d'offres. OK? Donc, vous n'avez plus le droit de changer l'intitulé de l'opération, sinon vous faussez la concurrence. OK? Vous êtes en train de fausser les règles de l'égalité des traitements et de transparence au niveau des marchés. Si vous avez changé. Hein? Oui, madame. Apparemment, vous pouvez le faire. Hein? Si vous modifiez la canotte, vous devez obtenir une autorisation. Hein? On le met au niveau du budget. OK? Moi, je comprends. C'est un cas particulier. Je ne sais pas franchement comment vous dire si je n'ai pas eu l'occasion de connaître ce genre de situation. Oui, vous pourriez modifier l'intitulé. C'est peut-être dans l'ancienne procédure. Alors, pourquoi vous l'avez inscrit en fonction? Pourquoi vous l'avez inscrit en fonction? Oui, vraiment. Investissement, que ça fait. Oui. C'est une opération d'équipement à la base. Vous dites, on a inscrit ça au niveau des fonctions. Ah, d'accord. Oui. Ah. La réhabilitation, il n'est pas inscrit que vous pouvez faire une étude rapide de réhabilitation. Parce qu'un projet d'investissement peut comporter des éléments qui ne sont pas strictement d'investissement. C'est-à-dire, il y a quelques. Moi, j'ai eu des opérations d'investissement, mais je devais faire de la formation. J'ai acquis un véhicule, j'ai fait des études. Tout ça dans le cadre d'une opération d'investissement. Voilà. Il y a très peu de projets d'investissement qui n'incluent pas des dépenses de type fonctionnement. Si vous faites un projet d'investissement, quand il commence à se réaliser, vous avez besoin de recruter des gardiens, le chercheur de chantier, le chercheur d'infrastructure. Vous allez faire comment? Vous allez demander un budget de fonctionnement? Non, vous avez déjà de l'argent au niveau du projet d'investissement et les crédits qui sont affectés à l'intérieur de l'investissement, vous pourriez les affecter pour faire des dépenses de type, en parenthèse, de type de fonctionnement. Je vous donne un exemple. Alors, j'ai acheté un véhicule. J'ai recruté 4 personnes. J'ai recruté 2 ou 3 ingénieurs pour une opération d'investissement. J'ai acquis un véhicule à dette, j'ai acquis du carburant. Mais c'est toujours sur l'opération d'investissement. Donc, je ne demande ni récupération ni réévaluation. C'est ce qu'on appelle le principe de l'importance relative. Le projet d'investissement, s'il intègre des dépenses de fonctionnement, eh bien, tant pis, ça reste toujours des dépenses d'investissement. Ils ne vont pas changer de nature. Vous n'allez pas réclamer un financement pour du fonctionnement. Ah non, j'ai besoin de l'argent. L'essentiel que je conduise mes opérations. J'ai jamais eu de problème de réallocation ou là de changement de. Ne pas laisser comprendre. Je dis tout simplement, j'ai des dépenses à. Bon, maintenant, j'ai une programmation très précise de dépenses.
j'ai l'acquisition d'un logiciel, j'ai de la formation, j'ai l'acquisition d'un centre de traitement informatique. C'est un data center, comme on s'appelle. Mais toutes ces opérations nécessitent quand même le recrutement de quelques personnes, un bus, des frais de formation. OK? Du papier, des stylos, donc bref, des dépenses de fonctionnement. Donc j'acquiers tout ça dans le cadre de mon opération. J'ai rien demandé. Je ne demande ni redéfinition, ni réinscription, ni rien du tout. J'utilise l'argent que j'ai à ma disposition et j'ai jamais eu de problème de ce type. On part du principe que, finalement, il y a même des salaires que j'ai versés dans le cadre de ce. J'avais recruté trois chauffeurs. Un démarcheur, un manutentionnaire et un chauffeur. Je ne vais pas courir derrière lui parce que je suis derrière un traitement au profit d'agents contractuels. À la belle il va dire non, mais ils ne sont pas inscrits, c'est des contractuels, donc je l'ai fait sur la décision de Osmo, sur la décision d'investissement. Voici, j'ai prévu ça au niveau du découpage de mes activités pour le projet. Donc j'ai bien dit que j'ai besoin d'un démarcheur, d'un ceci, d'un véhicule, etc. et de la formation. Donc j'ai bien détaillé tout ça. OK? Vous allez trouver aucune opération d'investissement pur. Il y a toujours des dépenses de fonctionnement intégrées là. Toujours. Donc, c'est une opération. Ce sont des dépenses d'investissement. Pas de matin. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre. De toute façon, vous allez attendre la réponse du budget ou. Hein? Faites-moi signe pour intervenir pour vous aider. OK? Alors. Maintenant, si le ministre intervient, si le ministre fait la demande, on peut procéder à des modifications. OK? Que ce soit le ministre qui. Alors, à la demande des ministres, c'est clair, à la demande des ministres, le montant de l'autorisation d'engagement et le changement de consistance peut être établi. OK? Et on prend une décision de restructuration. Alors, les demandes d'évaluation. Les demandes d'évaluation sont discutées lors des travaux de préparation du projet de loi de finances. OK? En dehors de cette période, elles sont soumises à l'accord de M. le Premier ministre. Okay? Alors, il y a un dossier à faire pour une décision de réévaluation, un exposé des motifs, Jacques, qui justifie pourquoi vous voulez une réévaluation, une décision d'inscription accompagnée d'une situation financière, vous renvoyez la situation d'inscription avec une situation financière de l'opération, les derniers engagements, les derniers paiements, etc. Une situation qui mentionne le taux d'avancement physique du projet et qui soit validé par le maître d'œuvre, donc par la société qui intervient, et approuvé par le responsable de programme. Le calendrier des opérations et toute pièce justifiant le montant de l'évaluation sollicitée. Donc, c'est un dossier qu'il faut constituer. Hein. En fait, on a beaucoup d'opérations de rescate. Elles sont nombreuses, les opérations de l'évaluation, parce qu'on a des situations économiques qui changent constamment. Alors, l'annulation des opérations. Le ministre des Finances peut annuler des opérations. On l'avait déjà écrit dans une loi de finances en 2015, où le ministère des Finances, en raison de considérations économiques et financières, etc., des comptes financiers, peut procéder au gel, à l'annulation, à toute opération permettant de maîtriser la dépense. OK? Mais, actuellement, il annule les opérations au motif ci-après.
Alors, comme je l'ai déjà dit, l'opération d'engagement notifié n'a pas été individualisée. N'a pas été individualisée. Il n'y a pas eu de décision d'individualisation. À la clôture de l'exercice budgétaire, ok, ou qui n'a pas fait l'objet d'un ordre de service de début d'exécution pendant l'année de son individualisation. Donc, rien n'est fait pour que l'opération soit mise en œuvre. Donc, il est habilité à l'annuler. La période où nous annulons, c'est au moment des discussions budgétaires. Où est-ce qu'on constate que vous avez consommé ou pas, ou que vous avez lancé un ODF de service, de commencer le travail, c'est au moment où vous allez négocier le projet au niveau du ministère, c'est-à-dire entre avril et mai, en fonction qu'est-ce que de la note de l'orientation. Généralement, elles sont en avril et mai. On invite les gestionnaires des ministères à venir discuter des projets d'investissement. Okay. Alors, les reliquats de crédits inscrits au titre des opérations d'investissement, normalement, ne peuvent pas être utilisés pour l'inscription de nouvelles opérations d'investissement. Okay. Ou de réévaluer d'autres opérations. Voilà, pourquoi on dit ça? Parce que l'opération a toute opération, un début et une fin. Ok? Tout simplement. C'est bon. On revient au trésor. Maintenant, tu veux faire une nouvelle opération, on inscrit une nouvelle opération. Tu auras un début et une fin. On revient, en fait, c'est le principe simple de la gestion des opérations d'investissement. Les projets ont un début et une fin. Ok? C'est-à-dire qu'il n'a plus de fin. Il sert toujours à financer d'autres opérations. Il va falloir changer les codes, il va falloir. Ok? L'opération débute avec son code, sans décision d'individualisation, sécurité, place, c'est tout. Ok? Alors, opération d'émission publique réalisée par les EPA. Alors, les EPA ont une particularité, c'est que un conseil d'administration. Ok? Alors, l'État crée des EPA et assimilé. Attirer les EPA. EPA est assimilé. Okay? Les EPS sont assimilés. Est-ce qu'il est créé, les EPS, est-ce qu'il est créé un établissement public administratif? Il est créé un établissement public de santé. Donc, il est assimilé à un EPA. Aucun problème. Il est soumis à la fonction publique pour le salaire. On y applique la comptabilité publique. Il est soumis aux dispositions domaniales, il est soumis pratiquement à tout l'arsenal réglementaire et juridique applicable à l'État. Donc, on a l'établissement public administratif. Donc, on dira qu'il est assimilé. Okay. Deuxième observation qu'il faut toujours avoir en tête, les crédits sont toujours mis à la disposition des ministres. D'accord. Toujours. Tous les crédits du budget de l'État sont inscrits, y compris ceux qui relèvent des établissements, sont toujours à l'indicatif des ministres. Regarde. Maintenant, les ministres peuvent charger des organismes territoriaux ou des établissements publics pour réaliser tout ou partie d'un programme. Okay. Donc, le ministre peut dire, tiens, j'ai un programme de 1000 hôpitaux, je vais donner 10 hôpitaux à telle structure. On a un hôpital par structure. Il peut le faire. Et vous configurez directement l'opération. Quand vous pouvez avoir vos propres opérations d'investissement, vous faites une demande pour avoir votre propre opération d'investissement. Donc, c'est selon les cas. Donc, soit c'est une opération directe demandée par l'établissement, soit c'est une opération déléguée par l'État. Et on verra qu'il y a quelques petites différences. Okay? Si c'est délégué par l'État, elle ne fera pas partie de vos ressources. Si c'est un financement direct attribué à l'établissement, vous intégrez ça dans votre, vous émettez un titre de recette. Et ça rentre dans votre budget. Ça devient le budget d'établissement. OK?
Et puis, ça reste toujours conditionné par le code conventionnel et le code contractuel. Alors, on va distinguer les deux cas. Cas où la dépense d'investissement a pour objet d'accroître le patrimoine de l'établissement par l'acquisition d'équipements et d'infrastructures, et le cas où la dépense d'investissement est réalisée au nom et pour le compte de l'État, délégant, il vous délègue l'opération. Alors, premier cas. Alors, c'est le cheminement qu'on a défini pour qu'une opération vous soit mise à votre disposition. Vous faites une demande de financement, ok? Avec un dossier, bien sûr. Au ministère, accompagné d'un dossier de maturation. Ok? Le ministère est d'accord. Et au mois de mai, au mois d'avril, il prend la demande, il l'intègre dans sa demande ministérielle, et il va au ministère des Finances pour la discuter. C'est bon? Alors, le dossier est bon, la DGB est satisfaite, elle vous dit, on va vous inscrire une opération. OK? On inscrit une décision d'inscription et on va vous la notifier pour vous indiquer que votre décision et on est d'accord pour son financement. OK? Alors, une fois que alors, nous sommes au mois d'octobre, on n'a pas encore la validation du budget. Un grave. Okay? Le budget, il est consacré à la fin de l'année, par une loi de finances et des décrets de répartition. Maintenant, avant le 7 octobre, on vous notifie déjà, on vous pré-notifie déjà, il y a un accord pour comment ça se passe. Voilà. Parce qu'au mois d'octobre, généralement, il y a réunion du Conseil des ministres. Ça s'est déjà passé, donc à ce moment-là, on sait que le financement est assuré. Quand le Conseil des ministres se réunit, on fait d'abord un conseil du gouvernement, parce que même les ministres peuvent demander des changements. On discute avec le Premier ministre, il est d'accord, il n'est pas d'accord, de par la façon. Ensuite, le dossier passe au niveau du Conseil des ministres. Et au niveau du Conseil des ministres, une fois que la réunion se termine par l'adoption de ce budget, les chiffres sont devenus sûrs. Donc, on peut vous écrire pour dire, voici ce qui a été retenu pour vous. Mais il faut attendre la fin de l'année pour la consécration juridique. Mais en fait, c'est déjà connu. OK? Regarde. Donc, avant le 7 octobre, on vous établit la pré-notification des crédits. C'est-à-dire le financement qu'on appelle prévisionnel. OK? Avant le 7 octobre. Alors, dès que le DPA reçoit la pré-notification, c'est pour tout le budget, c'est pas uniquement pour une opération d'investissement, mais ça peut être une opération d'investissement. Avant le 20 octobre, il a déjà réuni son conseil d'administration. Parce que dès qu'il reçoit pré-notification des crédits, on lui demande d'élaborer son budget. Et là, il doit tout de suite faire un budget et le présenter au conseil d'administration pour l'approbation. Avant le 20 novembre. Donc, on prépare le budget des PA, on intègre la subvention notifiée et soumission au conseil d'administration de l'EPA pour adoption. C'est bon? Maintenant, le projet est adopté par le conseil d'administration. Il faut que le ministère du tutelle et le MDF approuvent ce budget. OK? Donc, avant le 20 décembre, le budget doit être approuvé par les deux ministres. La tutelle municipale, la tutelle financière, la tutelle technique. C'est bon. Okay. Avant le 20 décembre. Pourquoi on fait ça? Pour qu'au mois de janvier, vous commencez déjà à exécuter. Parce que si on attend que, en fait, il y a un problème de timing. Si on attend le mois de fin décembre, début janvier, je crois que le décret de répartition. Vous allez commencer à faire un budget à partir du mois de janvier. On a peut-être vers la fin janvier, ça dépend que le décret est publié. Donc tout ça, ça constitue un peu de retard. Donc au lieu d'attendre que, et puis les chiffres sont sûrs, au lieu d'attendre que juridiquement, l'échéancier juridique se passe, vous êtes déjà en train de préparer le budget. Okay? Pas la peine d'attendre. Dans certains pays, il faut attendre que le décret est fort pour préparer le budget.
Donc, vous commencez à préparer le budget en février, ça arrête. Sinon, vous commenceriez en février ou là, au 15 janvier. Alors que vous pouvez le faire déjà puisque les chiffres sont faits. OK? Dès que le budget est approuvé, le ministère va officiellement vous notifier la décision de subvention. Décision de subvention numéro 1, il est apprécié par le grec, etc. Donc, on va voir l'exemple faire. Hein? Et dès que vous recevez cette notification de votre budget, vous commencez à faire les opérations d'individualisation des opérations et commencer à réfléchir au lancement de vos marchés. Alors, voilà. Voici une décision de subvention à l'établissement. Okay? Donc, au titre du programme, vous avez tant. Au titre du programme 2, vous avez tant. Au titre du programme formation, vous avez tant. Au titre du programme prévention, vous avez tant. OK? D'accord. Et bon, on vous dit, dépenses de personnel, voici ce que vous savez, dépenses de fonctionnement, AOLEC, dépenses d'investissement, AMLEC, dépenses de transfert, voici le montant. OK? C'est-à-dire la décision qui vous sera notifiée pour prendre en charge votre budget. Maintenant, vous n'avez pas reçu des actes budgétaires. Comment il faut faire? Si vous n'avez pas reçu des actes de gestion budgétaires relatifs aux opérations d'investissement, le responsable du programme, en relation avec monsieur le RFF, le responsable de la fonction financière du ministère de la Santé, peut vous notifier la décision d'attribution de subvention des titres 1, 2 et 4. Pour le titre 3, il va attendre un peu. Mais déjà, pour le fonctionnement, le personnel est battu. OK? La décision d'attribution du titre 3 peut être notifiée ultérieurement. Parce que, voilà, c'est comme ça. Parce que, apparemment, le titre 3 est très contrôlé. Il est plus réglementé que les autres types de dépenses. Alors, deuxième cas. C'est le cas où l'établissement a fait une demande normale, il a reçu des autorisations nécessaires et on décide de lui financer l'opération. Maintenant, c'est le cas où l'État vous décide de vous confier l'opération d'investissement. Vous la confiez directement. Dans le cadre d'une délégation de gestion. Alors, la loi maintenant permet au ministre de déléguer au nom et pour le compte de l'État. Comment ça se passe? Alors, définition de la délégation de gestion, acte par lequel un service délégant dans un autre service relevant de l'État ou un organe territorial ou un établissement public qui s'appelle délégataire, le mot faute, le mot faute de l'anglais, on l'appelle comme ça. Le pouvoir d'exécuter des opérations pour son compte et pour son nom. Donc, quand vous confiez l'opération, ça, vous n'allez pas intégrer ça pour le budgétaire. C'est trop sur le budget d'établissement. La première opération, c'est trop. Elle rentre, elle est budgétisée. Elle devient sur des ressources propres de l'établissement. C'est une recette de l'établissement. Ici, il n'y a pas de recette de l'établissement. Qu'est-ce qu'une recette attribuée à l'établissement? Le responsable d'établissement est coordonnateur de l'avancement. Il reste coordonnateur, c'est lui qui va exécuter les dépenses. Ça en tant que coordonnateur secondaire. L'ordonnateur primaire, c'est le ministère. Les ordonnateurs, c'est des ordonnateurs secondaires. OK? Alors, comment ça se passe sur le plan pratique? OK?
Donc, il faut que le responsable de programme crée une action. OK? Le délégataire, c'est-à-dire l'établissement, devient ordonnateur secondaire. OK? À ce titre, il a la qualité pour engager, liquider et ordonnancer la dépense. Pardon. Le contrôle budgétaire est exercé par monsieur le contrôleur financier où vous êtes assigné. Vous relevez d'un contrôleur financier, soit de wilaya ou je ne sais pas, c'est celui-là qui vous contrôle. Maintenant, vous devez passer un acte qui s'appelle un contrat de délégation. Moi, je fais le contrat de délégation. L'objet est la durée de la délégation. Je vous délègue l'opération pour 5 ans. Elle accepte l'étude qui a été faite. Elle dure 5 ans, donc on vous donne délégation pour 5 ans. Quelles sont les obligations des parties? Qu'est-ce que tu dois faire, Nitaya? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Moi, en tant qu'État, je suis bien à vos besoins financiers, je prends en charge toute problématique ou la petite question qui ne peut pas être réglée par le responsable de l'EPA, c'est-à-dire des affaires qui concernent des histoires interministérielles, donc il intervient pour régler éventuellement. Quels sont les crédits prévus? Donc, il vous dit très bien, il vous dit que je vous donne 500 millions de dinars pour réaliser votre opération. Okay? Ensuite, il vous désigne comme ordonnateur de l'opération. Parce qu'il faut qu'il vous désigne comme ordonnateur de l'opération. Donc, vous allez engager, liquider et ordonnancer des crédits. Ensuite, quels sont les moyens de reporting entre le ministère et vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous faites un rapport tous les 3 mois, ou tous les 2 mois, ou tu m'envoies une situation chaque année? Il faut s'entendre sur ces aspects-là. Comment on rend compte de l'exécution? À toute demande, en principe, comme c'est le ministère, vous êtes tenu de répondre à toute sollicitation d'information qui provient du ministère. Donc, même pas besoin de le dire normalement. C'est le ministère de tutelle. Il vous téléphone, regardez les situations de chaque projet, là, vous lui envoyez. Maintenant, il y a un aspect important qui certes, a été soulevé par quelques gestionnaires dans la mesure où certains services de l'État gèrent plusieurs opérations. Délégués au profit d'autres services. Ils leur sont délégués au profit par d'autres ministères. Donc tout ça coûte de l'argent. Parce qu'avec le responsable plus chargé d'exécution, il doit déployer des équipes de surveillance, il doit recruter des architectes pour suivre les travaux, ils doivent se déplacer quand c'est loin, il leur faut un véhicule, des frais de séjour, des frais de mission, donc tout de suite ça devient un budget un peu important. Ça, il l'a pas. Peut-être qu'il n'a pas de budget d'ailleurs. Donc, je veux dire, il faut prévoir des modalités de compensation des charges induites par la délégation. Okay? Donc, tu m'as confié une mission. Oui, je suis d'accord. L'ouvrage va me coûter tant, mais j'ai tous les frais qui tournent autour. Donc, il faudrait que le ministère m'envoie un peu de ressources pour prendre en charge des questions avec la compensation des frais que j'engage un an. OK? Alors, je peux recourir à des services de Algérie, mais championnat, j'ai fait de l'électricité, j'ai fait des frais de mission, j'ai un véhicule sale ou accident en cours de route, je dois le réparer. Okay? Donc, tout ça, c'est des frais que le délégant, en principe, doit prévoir pour, ça fait l'objet d'une négociation. Mais il faut les prévoir. On ne sait jamais. Hein? Surtout si vous avez plusieurs opérations à gérer. OK? Et les modalités de contrôle budgétaire. Là, c'est le contrôleur budgétaire X qui va s'occuper de. Est-ce que celui du ministère ou celui sur lequel vous êtes attaché? Donc, vous décidez de place. Pour un contrôleur de qui va. Alors, je ne vais pas vous parler de ça.
Parce qu'en matière de budget d'investissement, il est possible de transférer il est possible de transférer de l'argent entre titres et à l'intérieur d'un titre d'investissement. Okay? Vous êtes autorisé par la loi à prélever de l'argent d'un article de l'investissement au profit d'un autre article. Okay? Ou d'une même activité. Ce qu'on appelle les mouvements internes. Okay? Alors, comment se modifie le budget de l'établissement? Alors, le budget d'établissement peut être modifié au cours d'exercice par l'approbation d'un budget rectificatif par le ministre de tutelle s'il s'agit de crédits budgétaires supplémentaires. Donc, vous avez un budget, il se modifie chaque fois que vous avez une recette supplémentaire, c'est tout. Donc, vous êtes obligé de le modifier. Regarde. Alors, recette supplémentaire que vous envoie le ministère ou modification de la répartition des crédits entre types de dépenses ou entre activités. Auquel cas, les responsables des établissements sont autorisés à procéder à prélever d'un titre à un autre, ou là à l'intérieur du titre, ou là à l'intérieur d'une activité, ou entre les activités. Dans ce cas, l'avis du contrôleur budgétaire est favorable. Alors, quand vous faites une décision de modification, vous demandez l'avis du contrôleur budgétaire. L'avis. C'est un avis qu'il donne, c'est un avis. Alors l'avis est soit favorable avec réserve, soit défavorable. Et l'ordonnateur n'est pas tenu de se confirmer, n'est pas tenu par l'avis. S'il veut tenir compte, la rigueur. S'il ne veut pas en tenir compte, la rigueur. OK? Alors, il y a ceci des petites réserves. Tout mouvement de crédit qui affecte le titre d'investissement nécessite l'accord de la DGP. Regarde. Parce qu'il y a révision des décisions d'inscription qui sont faites. Pour changer les chiffres. Alors, si vous annulez des crédits d'opération d'investissement, vous ne pouvez pas les utiliser pour une autre opération. Sauf instruction des pouvoirs publics, c'est-à-dire une dérogation. Si vous décidez de l'annuler, classe, vous perdez. OK? Vous perdez des crédits. Alors, j'ai mis un aspect particulier aux EPS, les établissements publics de santé, en matière de budget. Il y a une circulaire le 16 mai 2024 portant modalité des crédits budgétaires des EPS. Les établissements publics de santé, on a quelque peu modifié que dit l'instruction? Comment on détermine les besoins budgétaires des établissements de santé? Donc, il faut un dialogue de gestion. Les acteurs du dialogue de gestion sont les responsables de la fonction financière, c'est le responsable de programme et le responsable d'établissement. Il faut qu'ils discutent. OK? Alors, en février 1-1, c'est le calendrier. En février 1-1, normalement, l'EPS a évalué ses besoins financiers. En février, c'est important. Il ne faut pas attendre le jour de négociation pour faire un dossier. Sur le plan étatique, le ministère des Finances commence à évaluer le budget de l'année 2000. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Nous commençons déjà à évaluer le budget de 2027. C'est-à-dire 18 mois avant. OK? On ne va pas attendre le dernier jour pour faire ça.
Alors, en avril-juin, le montant du budget négocié avec DGB. Il est inscrit au niveau du projet de loi de finances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La DGB maintenant, peut-être sur instruction du ministère de la Santé, je ne sais pas. La DGB est autorisée à réserver des crédits budgétaires destinés aux produits sensibles. Moi, je m'intéresse réservé. Eh bien, on va les relever d'affectation. OK? D'affectation spéciale. Tu ne les touches pas. Et alors, que pour les produits sensibles. Et comment ça se passe? On va dire au contrôleur financier, cet argent ne servira qu'à l'acquisition. Je prends un exemple, ça de vaccins, je ne sais pas quoi. Donc, s'il veut acheter des crédits avec ça, autre que les vaccins, il y a un blocage. Tu n'achèteras que le produit réservé par l'utilisation. Les responsables de programme peuvent fixer les conditions de répartition et d'utilisation des crédits autres que ceux réservés. Donc, il y a une faculté pour les responsables de programme d'intervenir en matière de répartition et d'utilisation des crédits. Regarde. L'EPS élabore son projet de budget des réceptions de la prénotification qu'on a évoqué tout à l'heure. Le projet de budget est soumis au... Alors, ce que je voulais vous... c'est la procédure normale. Ce que je voulais juste vous informer, c'est les trucs qui sont soulignés en jaune. Hein? Regarde. Où il y a intervention des pouvoirs publics pour orienter un peu l'acquisition de certains biens. Pour réserver l'acquisition, préserver les capacités de financement pour certains biens. OK? Qu'on juge sensibles. OK? Alors, comment on estime un budget? Alors, l'estimation budgétaire, comment on estime un budget? Un responsable, normalement, un responsable de programme ou un directeur d'établissement a toujours une préoccupation de savoir si ces activités seront couvertes suffisamment par des ressources financières. Donc, sur les chirales, est-ce que la ressource qui m'est donnée me permet de réaliser mes activités? Donc, c'est un souci principal. Parce que sans activité, sans financement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, simplement. Alors bien, c'est une question un peu importante. Savoir évaluer ses besoins financiers. OK? Surtout maintenant que vous avez des trajectoires et des objectifs à atteindre. Donc, il va falloir être un peu très précis sur l'évaluation financière de vos besoins. OK? Alors, généralement, vous commencez votre évaluation en démarrant sur l'essai. C'est normal. Parce que vous avez, comme les budgets ont généralement une tendance continue vers la hausse. C'est une hausse continue. Les prix augmentent, augmentent tout le temps. Donc, vous partez du budget passé. Vous l'observez attentivement et vous en tirez les tendances ou l'état du dépensé. J'ai dépensé 1000 dinars en traitement, à de l'âme, qu'est-ce que je vais dépenser en traitement? Avec le même nombre de personnel. Si vous avez 1000 agents d'établissement et que vous payez des millions pour l'ensemble, l'année prochaine, vous avez toujours 1000 personnes et vous n'avez pas 10 millions. Vous avez 11 millions à payer. Parce que les gens avancent. Vous n'avez rien fait. Et pourtant, il y a une augmentation. C'est la même chose pour les fournitures. À fourniture égale, le prix change. Parce qu'ils ont augmenté sur le marché, tout simplement. Donc, il faut tout simplement prévoir ces aspects-là. Voilà. Maintenant, rien ne change. Vous avez toujours 1000 malades en charge en matière de restauration. Avec 20 millions, l'année prochaine, ce sera 25. Pourtant, il y a toujours 1000 malades.
Il n'y a pas de maladie ziada. De malades ziada. Mais ça vous coûtera 27 millions parce que l'inflation vous a forcé les calculs. Tout simplement. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en charge. Donc, vous évaluez vos activités de l'année dernière, vous formulez les nouvelles activités à développer, vous intégrez les initiatives nouvelles, les opérations JDT. OK? Parce que finalement, un gestionnaire de projet, a des dépenses presque obligatoires, qu'on appelle les dépenses incompressibles. Donc, il a un budget de 1000 dinars, a 500, il doit les salaires. On dit jamais que c'est 500, il doit les salaires. On va dire la 200 ou la 300 pour le budget de fonctionnement. Donc, 500 plus 300, ça fait 800, moins 1000, ça fait 200. Finalement, la marge de manœuvre, c'est quoi? C'est uniquement sur 200. C'est tout. Le mot badage qui durait pour 200. Il ne peut pas avoir d'autres. Il est contraint par Il est contraint par des dépenses incompressibles. Donc, il lui reste 200. C'est là où il peut bouger pour faire d'autres opérations. C'est tout. Donc, c'est cette marge-là qu'il faut négocier. Vous ne négociez pas les salaires. Là, les salaires, c'est déjà acquis. Il faut 500 millions, il faut 500 millions. Les dépenses de fonctionnement, c'est déjà acquis. 300 millions, mais oui, d'accord, mais maintenant, je dois négocier avec la marge de manœuvre. C'est ça qu'il faut porter l'attention sur les nouveautés à mettre en œuvre, les activités à développer. Okay? Alors, vous formulez des activités, bien sûr, mais vous tenez compte également des orientations de la tutelle, parce que vous avez un responsable de programme qui a défini des objectifs que vous allez suivre, vous allez essayer d'atteindre. Et là, vous négociez, oui, c'est bon, je te fais les objectifs, à condition que tu me donnes telle ou telle marge de manœuvre. Ou des crédits. OK? Alors, donc, vous partez toujours de l'exercice les faits. Adam? Voilà. Donc, point de départ, le budget de l'exercice antérieur. Regarde. Alors, ce qu'on appelle chez nous, au budget, la recherche de l'information. Avant de faire un budget, vous partez à la recherche de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les ministères, toutes les institutions prennent des mesures qui se traduisent par un aspect budgétaire ou financier à votre niveau. Avec un exemple. Le ministère du Travail va exiger maintenant que dans chaque établissement, il y ait un centre, le ministère de la Santé va exiger que dans chaque établissement, dans tous les établissements algériens, il doit y avoir une infirmerie de classe KDA, dotée de 2 médecins ou d'un. Si vous n'en avez pas, vous devez la créer. Donc, c'est une source financière, l'argent supplémentaire pour vous. Les impôts prennent des mesures qui vont se traduire par une incidence financière. Le ministère de l'Intérieur prend des mesures également qui peuvent se traduire par des mesures financières. OK? Le ministère des Transports, si vous avez un bus, et qui doit transporter des personnes, il va vous dire, il faut un agrément. Donc, tu dois payer 15 000 dinars pour le stage d'agrément, etc. Il faut payer une vignette. Donc, tous les ministères et institutions prennent des mesures qui vont peut-être se traduire par une incidence financière. Donc, vous qu'est-ce que vous faites? Vous chargez quelqu'un de lire chaque jour les journaux officiels pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous est imputable. OK? On va vous exiger, la protection civile va exiger tout un réseau anti-incendie constitué de ceci,
de bouches d'incendie, etc. Donc, vous allez payer pour tout ça. Donc, il faut être très vigilant sur toute la législation qui vient et qui va vous imposer des aspects, qui va vous obliger à mettre en œuvre des dispositifs que vous allez, bien sûr, prendre en charge financièrement au niveau de votre institution. Donc, il faut être vigilant. OK? Parce que sinon, votre prévision budgétaire ne sera pas bonne. Et puis, il y a l'enchaînement des opérations. L'interdépendance des opérations. Si vous recrutez, si vous recrutez 20 gardes, là, au niveau de l'établissement, vous allez recruter 20 personnes pour assurer la garde, ou les 20 personnes, 20 fonctionnaires de catégorie, je sais pas, de petites catégories. La loi vous oblige à leur donner un costume, des rangers. Donc, ça va vous faire 20 costumes, plus 20 rangers, plus, hein? OK? Donc, c'est des dépenses que vous allez payer. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance des responsables. Vous avez acheté des véhicules, c'est bon. 20 véhicules, il faut prévoir l'essence tahom, la pièce de rechange tahom, le contrôle technique tahom. OK? Donc, l'assurance. Est-ce que les établissements s'assurent, je parle, hein? Les établissements. Ils assurent le véhicule. D'accord. Donc, il faut prévoir l'assurance. Donc, tout de suite, votre dépense augmente. OK? C'est ce qu'on appelle, au niveau des finances, les déterminants de la dépense. Hein? Qu'est-ce qui détermine votre dépense? OK? Donc, tout facteur externe ou interne qui entraîne une augmentation. Tout facteur. OK? Et que vous devriez intégrer à votre budget. Alors, donc, si vous voulez un bon budget, il faut passer toutes les dépenses ligne par ligne. Ligne par ligne. Est-ce qu'elles sont impactées ou pas? Okay. Bon, là, j'ai déjà parlé de la marge de manœuvre. En fait, voici l'image type du souci du fonctionnaire. Vous avez la marge de manœuvre, c'est quoi? C'est les dépenses incompressibles, les dépenses de maintien, moins l'enveloppe budgétaire. Et vous obtenez votre marge. Qui est généralement réduite. Hein? Ça a été très réduite. Parce que tout l'argent est déjà consommé dans des dépenses incompressibles. Donc là, on va voir comment se tirer un peu de cette situation, puisque la loi a créé de nouvelles catégories de dépenses. On va les voir. Alors j'ai pris l'exemple juste pour donner ça. Supposons que pour le budget 2025, en 2024, on identifie les déterminants qui augmentent l'augmentation. Et on passe en revue article par article. OK? Prime, salaire, est-ce qu'ils augmentent 2% à quelque l'âme? Est-ce qu'il y a de nouvelles primes qui sont venues s'ajouter? Est-ce qu'elles ont augmenté? Etc. Donc, quelle proportion elles augmentent? Et puis, il y a l'incidence financière que vous allez calculer. Là-dedans. Donc, vous évaluez tous les impacts financiers des actes et lors des exercices antérieurs. Là-dedans. En matière de recrutement, je donne des exemples. Traitement. Frais de fonctionnement supplémentaires. Le traitement entraîne des frais de fonctionnement supplémentaires. Ils entraînent des frais de mission supplémentaires. Ils entraînent des fournitures supplémentaires, de l'habillement supplémentaire, des transports, du carburant, de la restauration et même du mobilier. Parce que vous avez recruté 50 personnes. Tout ça va, hop, vous augmentez le haussement. Les frais de fonctionnement kiff augmentent. Si vous avez un investissement, il y a des frais de fonctionnement et d'entretien qui vont s'attacher à ce haussement. Vous devez recruter du personnel, vous avez acquis un engin, vous recrutez un conducteur, vous achetez du carburant supplémentaire, vous envisagez des pièces détachées, les frais de réparation, une vignette auto, il y a ainsi de suite pour un scanner et pour un laboratoire. OK?
Et puis, il y a le critère démographique. Alors, c'est quoi le critère démographique pour un hôpital? L'hôpital, il a un périmètre, généralement, un périmètre de 100 000 à 200 000 habitants. Eh ben, il faut aller voir si la population a augmenté ou pas. OK? Donc, vous prenez en compte le fait que la population a augmenté. Les fatalités de 200 000, on vous met une cité de 1400 logements à côté de l'hôpital, et ben ça va devenir, vous avez 4000 clients supplémentaires. OK? Donc, il faut envisager l'afflux de ces gens. OK? Pour les prendre en charge. Alors, la loi actuellement distingue trois catégories de dépenses. Alors, je donne un exemple pour l'informatique, le taux universel d'entretien, c'est 12% des équipements informatiques. 10%. Là, on a constaté ça dans tous les pays, 10%. Même les licences, l'entretien, donc c'est 10%. OK? Ça peut monter à 22, 17, mais généralement, c'est entre 10 et 12. OK? Du coût d'acquisition. La loi actuellement distingue trois catégories de dépenses. Les dépenses obligatoires, les dépenses inéluctables et les dépenses de maintien. Donc, nafaqat ijbariya, nafaqat hatmiya, les dépenses de maintien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que veut dire les termes? Donc, on va les définir. Alors, une dépense obligatoire, c'est une dépense qu'il ne faut pas oublier de mettre dans le budget. Voilà, c'est une dette. Vous avez une dette. Au 31/12 de l'année qui s'achève, il y a des dépenses qui n'ont pas été payées. C'est-à-dire que la dépense a été engagée, liquidée et ordonnancée, mais non payée. Au 31/12, au mois de décembre. Donc, quel est le sort de cette... Actuellement, normalement, un contrôleur financier ne peut pas vous dire cette dépense relève de l'exercice antérieur. Il doit l'engager normalement. OK? Parce que la loi maintenant dit, ou en plus de ça, il y a mieux, c'est pas l'exercice antérieur au singulier. Donc, sur l'exercice antérieur au pluriel, ça peut remonter à 2-3 ans. Donc, l'État ne veut plus traîner de dettes. L'établissement ne doit pas traîner de dettes. Il faut les payer sur le budget de l'année prochaine, tout simplement. Si vous avez prévu des crédits, Allah Ibarak, c'est bon. Si vous n'avez pas prévu de crédit, vous allez quand même les payer sur le budget de l'année prochaine. Ce qui va constituer pour vous une gêne, puisque vos ressources ont diminué. OK? Donc, il faut faire attention. Et le contrôleur budgétaire, normalement, doit, quand il examine les budgets d'établissement, vérifier que toutes les dépenses obligatoires sont intégrées dans le budget. Vous avez pris en compte ces dépenses. Il doit s'assurer également que vous allez prendre en charge les dépenses inéluctables. Alors, c'est quoi nafaqat tahtimiyya? C'est tout simplement, par exemple, les salaires. C'est inéluctable. Hein? Il y a de dépenses. TCT, téléphone, la vignette auto, la location. Vous avez loué un établissement, vous avez recruté quelqu'un, donc dépenses inéluctables qui vont tomber quelle que soit la situation. Hein? Vous ne pouvez pas les dire les salaires. Pas possible. Vous ne pourriez pas. Donc, c'est même qu'elles sont dépenses obligatoires. On a changé le mot obligatoire pour désigner la dette réelle due par l'établissement ou par l'État ou par les organismes publics. On lui a changé la dépense obligatoire maintenant, c'est juste tout ce qui est définitivement dû au titre de la réglementation. C'est une dette consacrée, classe. Inéluctable, c'est l'ancienne appellation des dépenses obligatoires, tout simplement. Okay. Vous l'avez remarqué, actuellement, on utilise toujours la notion de dépenses incompressibles, les notes d'orientation qu'a le ministère des Finances. Ça vous dira, vous faites incompressible. On ne peut pas
نقصهم باش تنحي لهم incompressible, c'est-à-dire tu ne peux pas les soulager, voilà. Ok. Donc il faut toujours vérifier que le contrôle financier, de toute façon, il va faire ce contrôle. Hein. Il va vous dire, est-ce que vous avez tenu compte des dépenses obligatoires? Est-ce que vous tenez compte des dépenses inéluctables? Si vous l'avez fait, il va déclarer votre budget conforme, soutenable, viable et crédible. C'est un budget qui va tenir le coup. C'est un budget qui va vous permettre de passer l'année sans problème. Hein? Vous avez pris toutes vos précautions pour que ce genre de situation de défaut de paiement ne survienne pas. Donc c'est bon. OK? Alors pour les marchés, puisque nous parlons de marché, la prévision budgétaire, comme on va porter sur les avenants. Les avenants envisagés, c'est normal. La dame lui fait un avenant de 200 millions, là, 100 millions, 50 millions. Vous faites ça dans votre demande. Les variations, si vous importez de la marchandise, vous devez tenir compte du taux de change dinar-devise. Eh oui. Si vous importez, au cas où, si vous importez, vous devez, le dinar va coûter 150 dinars. L'année prochaine, il va coûter 155 dinars. Ça vous fera plus de dinars pour prendre en charge l'importation. Ça vous coûtera plus cher. Parce que le taux change. Plus le taux monte, plus ça vous coûtera super en dinars. Ce sera le grave. Hein? Asma. C'est l'inflation fait, bien sûr. Mais généralement, si vous faites un marché de réalisation, si vous avez fait un marché à prix ferme et définitif, vous n'avez pas intégré un changement puisque le prix est ferme et définitif. Là, le problème est réglé. Le fournisseur se débrouille. Hein? Maintenant, si vous avez mis des taux d'actualisation, il faut intégrer l'actualisation dans vos prévisions budgétaires. C'est normal. Donc, variation des taux de change, variation de la décision fiscale, etc. Alors, pour le budget de fonctionnement, c'est l'inflation. Adlam a été de 9,7. Donc, vous pourrez aller au budget pour dire que tout, mais tout le budget de fonctionnement va augmenter de 10%. Voilà. Pour le seul taux d'inflation. C'est tout. Et puis, quitte le Hagda, il va pas dire non. C'est 9% d'inflation. OK? Donc, il faut me donner 9% de plus. OK? L'avancement et traitement. Généralement, vous dira au ministère des Finances, vous augmentez les salaires de 3%. OK? Il y a des promotions et avancements dans le grade que vous devez intégrer. Vous devez envisager des recrutements. Actuellement, c'est un recrut pour 5 départs. Ça a changé. Je ne sais pas. Un recrutement pour 3 départs ou là pour 5, ça dépend. Et pour vous envisager tout simplement les mesures salariales que prend le gouvernement. Le gouvernement peut décider que l'année prochaine, les salaires augmenteront de temps. Vous prenez en charge avec l'augmentation proposée. Voici ce qu'on appelle chez nous les déterminants de la dépense. Okay. À deux moments. L'inflation, l'actualisation des prix, les frais compensatoires qui augmentent, la prise en compte des dépenses obligatoires sur les exercices antérieurs, etc. Ça, c'est la définition des Westmo, hein, des dépenses obligatoires et déductables. J'ai déjà dit ça. Alors, les dépenses de maintien sont les dépenses strictement nécessaires pour le bon fonctionnement des services. Alors, chaque responsable détermine à son niveau les dépenses strictement nécessaires. Pour les chefs-d'État, le gouvernement a décidé il y a quelques années, en 2019, je crois, le 2020, en 2021 et 2020,
Le gouvernement a décidé que 50% du budget de fonctionnement est suffisant pour faire fonctionner l'institution. À la matin. Donc c'est une mesure Hagda. OK? Alors, deux effets sont envisagés dans le calcul du budget. L'effet prix et l'effet rouge. Ou ça, la combinaison des deux. OK? Donc un effet prix parce que le repas a augmenté de 3 dinars, le nombre de, et plus le nombre de repas parce qu'il y a des gens qui vont venir. Donc, vous avez 1000 personnes en plus, et ça a augmenté de 3 dinars. Donc, la combinaison de deux effets, volume et prix. OK? Et j'en termine là. Je ne sais pas s'il y a si on peut instituer un petit débat sur. S'il y a des questions ou bien. De toute façon, on va vous remettre la pièce. On va vous remettre le document. Alors, je ne sais pas ce que. Il nous reste un peu de temps. Allez, ça. Il nous reste une demi-heure pour engager un petit débat, si vous voulez. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, là, ou là, qui nous parlera de son expérience, hein, en tant que secteur de la santé, hein, qui est un secteur quand même un peu compliqué à l'écouter. Ah, j'ai à le constater, c'est un peu délicat et un peu problématique. Hein. Il y a tellement de choses à prendre en charge que. Alors, hein, hein. Vous êtes un ordonnateur, vous voulez acheter un Westlaw, vous allez acheter un micro Wahba, vous allez l'engager. Hein? Il n'y a pas de problème. Vous avez engagé une dépense. Jack Micro, vous lui dites que c'est bon, c'est d'accord, les spécifications sont bonnes, vous avez demandé un I10 ou un I5, ou je ne sais pas, de marque HP, c'est de processeurs, de processeurs, de capacité de mémoire, etc. Vous vérifiez tout ça, c'est bon. Ça correspond à la note d'achat, aux spécifications demandées. C'est bon. En opération, c'est moi la liquidation. C'est-à-dire, c'est bon à payer. Vous dites service fait. C'est bon. Il répond avec vous. Vous allez ordonnancer, vous allez donner l'ordre au comptable de payer. OK? Donc, vous l'avez ordonnancé. Mais pour une raison, pour une autre, ça n'a pas été payé. C'est-à-dire, le comptable n'a pas payé. Donc, vous avez là une dette. Une dette engagée et non payée. Ordonnancé, là. Ordonnancé et non payé. Le type va se retrouver sans. La phase comptable n'a pas encore. La phase comptable n'a pas eu lieu. Mais oui, mais vous avez ordonnancé. Pour les tours de retard. OK. C'est tout. C'est tout. Et ça qui part pas. Il peut ne pas partir. Vous connaissez médiocre. Médiocre. On a, je dis bien, on a des milliards de dinars en souffrance à faire. Je dis bien des milliards. Cher un milliard. Les milliards de dinars ne sont pas payés aux fournisseurs. Dans l'ancien attache au rejet. C'est bon. Hein? Là, si c'est un rejet, c'est un autre problème. Ben là, qu'il n'y a pas, parce que s'il y a rejet, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait ou là, vous avez rejeté le micro avec MacBook. MacBook, le micro. Vous n'avez pas fait de service fait. Je peux comprendre.
Mais à Dakhla, c'est l'opération est régulière. C'est-à-dire c'est une opération régulière. Ça n'a pas été payé. Ben, je ne dis pas quelles sont les causes, mais la balayage. C'est un constat qu'on fait. Un constat. Voici tout le portrait de mes dettes. Parce que vous avez des dettes, oh cher ami. On a des dettes en tant que ministère. On a des dettes. L'État a des dettes envers les fournisseurs. Voilà. C'est une dérogation au principe. C'est un matin, c'est tout. Maintenant, on vous autorise à les payer. Parce qu'on ne veut pas traîner des dettes. Parce que même sur le plan économique, hein, la dépense, les dépenses obligatoires, est-ce qu'on a des dettes en matière de budget d'investissement? Vous pensez que tout est réglé à tout le monde? Nasga extrême. Nasga extrême, ils ne sont pas payés. Comment se fait-il? Il ne faut pas vraiment être... un constat. Un constat actuellement. Il y a des entreprises qui ne sont pas payées. Insuffisance de crédit, ou la situation qu'on n'arrive pas à payer, ou la qu'on a oublié de payer, ou la je ne sais pas. Même pour le début d'investissement. Et bien, avec une situation, on va faire le Vous êtes d'accord? Oui. Hein? Voilà. Même du budget d'investissement, vous pouvez avoir cette situation. Même du budget d'investissement, voilà. Les crédits de paiement sont annuels. Même du budget d'investissement. C'est la paix, l'autorisation d'engagement. Avec elle porte sur 10 ans. Vous avez une autorisation. Ça ne veut pas dire, vous avez juste une autorisation, car un papier qui dit que vous pourriez engager cette opération sur 10 ans. Mais les moyens financiers la cachent. Chaque année, quand vous demandez à vous, eh ben, vous pouvez avoir des situations qui ne sont pas payables. Jamais à la fin d'un marché. C'est ce qu'il faut faire. Toute dépense. Ça peut arriver. Et je vous apprends que les entreprises individuelles, donc, ça, on leur dit, معلناش les CP. Quand les CP de l'année prochaine paieront les CP des autres. Vous avez des CP pour l'année 2025 et vous avez une dette de l'année 2024. Vous payez 2024 sur les CP de 2025. Il est bien sûr, parce que vous n'avez pas pris vos précautions. De toute façon, il est quoi là? Il va en justice. Non seulement il est mais il est beaucoup plus si vous l'avez payé. Parce que le montant de la situation, plus tous les frais qu'il a engagés, l'avocat, le notaire, les déplacements, les nuits d'hôtel, ça m'a coûté tant. Au lieu de payer 100 millions, tu vas payer 200. Et c'est impacté sur votre budget. Donc, منها, quand même l'État n'est pas là pour... l'État doit veiller à ce que tous les acteurs économiques se sentent bien. Il faut que les opérateurs économiques soient payés à temps. Parce que même au moins, ils ont des ouvriers à payer. Ils contribuent au budget, ils payent des impôts. Donc, on n'a pas intérêt à les mettre mal au point. Alors bien, peut-être qu'on a créé cette obligation de payer une dépense légalement constituée. C'est-à-dire, maintenant, s'il y a un problème de rejet,
si la marchandise n'est pas bonne, ça c'est un autre problème. Maintenant, on parle d'une opération, d'une dépense régulière, ordonnancée et engagée. Pour les dépenses d'investissement, l'engagement se fait en une seule fois. Une seule fois. Il vise les contrôles budgétaires, c'est la monnaie. Mais les situations sont toujours soumises au contrôle du trésorier, qui lui fait les mêmes contrôles. Fait les mêmes contrôles. Il chauffe l'implication budgétaire, il chauffe les services faits, il contrôle tout. Donc, ça, la situation ne lui arrive pas en ce moment. Il va vous, alors, les CP, parce que même les CP s'éteignent à la fin de l'année. Quand tu vas demander des CP supplémentaires, tu intègres toutes les factures non payées. Sinon, elles seront payables sur les CP futurs. Donc, la marge de monétaire, il y aura peut-être pas suffisamment d'argent pour lancer d'autres opérations, puisqu'on a déjà fait factures impayées. Ouais. Il y a des milliards de factures impayées. Ben, tu penses que je ne dis pas c'est le tort de l'administration. Les raisons sont multiples. Multiples, il y a mille et une raisons. Ça, on ne peut pas payer quelqu'un parce qu'il n'a pas fait de bon travail. Il n'a pas respecté ceci, cela. Il ne faut pas penser que l'État ou l'administration, il met parce que non. Il y a des raisons. Il y a des raisons, il y a des cas où on ne peut pas payer quelqu'un. Surtout si jamais vous faites des réserves, il ne lève pas. Donc il fasse des réserves. Il faut lever les réserves pour qu'il soit payé. S'il ne le fait pas, il ne sera pas payé. Madame Akam. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Oui, madame, vous avez fait comme ça. Je pense que vous avez levé la main. Ben, s'il n'y a plus de... S'il n'y a plus de débat, là, on peut lever là. En tout cas, je remercie encore une fois les secteurs de la santé pour les efforts pour le prix qu'ils nous ont réservé, moi et la délégation, ça s'est très bien passé, on a été pris en charge sur Osmo. Je reconnais que c'est un secteur qui présente il a des spécificités très différentes. C'est un secteur sensible, ok, c'est bon. Donc, en tous les cas, j'ai quand même l'agréable surprise de constater que les gens du secteur sont très complets sur leurs attributions. Ils savent très bien comment ça fonctionne, quels sont les problèmes. Et je pense que c'est une bonne... ça prouve quand même que le niveau est élevé. C'est-à-dire qu'on pas... De rien. Non, c'est pas. كيف كنجيب لي اليونات تاعي على بالك انا ما نشوف.